Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre studio des ingénieurs qui ont, on peut le dire, la tête dans la lune en ce moment, et en particulier, ils l'auront à partir de cette nuit, puisque j'accueille Ariel Gomez. Ariel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Et j'accueille également le Rav Shraga Dahan. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. Ce soir, dans la nuit, sera lancé, si je ne m'abuse, à Cap Canaveral, en Floride, un engin spatial israélien, le premier engin spatial israélien qui va être envoyé dans l'espace, sur la Lune, et qui n'a pas été envoyé par une agence spatiale officielle, on va dire nationale, comme la NASA ou comme l'agence spatiale européenne. Et c'est Israël qui l'envoie, et nous avons le plaisir d'accueillir donc deux ingénieurs qui participent à ce projet, ce fameux projet de Space IL. Alors Ariel, tout d'abord, pour replacer, on va dire, le décor, racontez-nous cette histoire exceptionnelle de ce projet. Ok, alors en fait, donc, comme vous l'avez dit, ce soir il va y avoir le lancement de notre fusée, de notre spacecraft, en anglais ce qu'on appelle engin spatial, qui s'appelle Bereshit. Et en fait, tout a commencé par le concours de Google. Il y a eu un peu plus en 2005. Google s'est imposé qu'il voulait que jusqu'en 2015, pour fêter les 50 ans, qu'en fait, il n'y a plus personne qui a visité la Lune depuis 1975, depuis la fin des missions Apollo. Ils ont dit, on va faire un concours que jusqu'en 2015, il va y avoir des associations ou des sociétés privées non gouvernementales qui vont arriver sur la Lune. Donc, tout a commencé en 2005. Et un concours international, la première société qui arrive sur la Lune, arriver à atterrir sans s'écraser, arriver à faire des photos, un selfie sur la Lune et renvoyer les données sur Terre, peut arriver jusqu'à un prix de 20 millions de dollars pour faire cet exploit. Israël s'est inscrite le dernier jour du concours, en fin 2010, le 31 décembre 2010. Space IL a été créé par 3 ingénieurs fondateurs de la société qui avaient un rêve en fait d'arriver. Ils ne savaient pas comment le faire, mais ils ont dit on va le faire. Ils sont inscrits le 31 décembre 2010. Donc Space IL en fait a commencé début 2011. Et 8 ans plus tard, on se retrouve en fait à la réalisation de ce rêve-là de ces 3 fondateurs. D'en fait envoyer le premier engin spatial sur la Lune. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y avait plus que 40 organisations qui participaient à ce projet. Au fur et à mesure, elles sont toutes tombées les unes après les autres. Il y a 2 ans, nous sommes passés en finale avec 5 autres sociétés. 2 aux États-Unis, une au Japon et une en Inde. Et finalement, aujourd'hui, donc début 2019, nous sommes la seule société au monde qui envoie ce premier engin spatial. Alors, il ne reste plus que les Israéliens, on va dire. Il ne reste plus que les autres, oui, effectivement. Les autres, en fait, pour des raisons de budget, pour des raisons techniques, certains sont retirés, certains ont dit qu'ils le feraient dans plusieurs années. Donc nous sommes en fait la seule société qui reste dans le concours. Et donc vous allez gagner le prix ? Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il y a 1 an, Google a annoncé que... Elle réajustait le prix quelque part. Non, c'est pas ça. Ils ont déjà, en 2015, ils ont repoussé à 2017 la ligne. En 2017, ils ont repoussé à notre demande en 2018. En 2018, ils disent qu'ils ne continuaient pas. Google était le sponsor. Ils ont dit qu'ils arrêtaient pour eux la compétition. Nous, on a dit que, en fait, l'association de Space IL, donc à côté, en parallèle du projet scientifique, du projet d'ingénierie d'envoyer une fusée sur la Lune, on a le projet éducation. Et donc parce que Space IL, il faut bien comprendre, ce n'est pas une société de high-tech, une start-up, mais c'est une ONG, on va dire une organisation non gouvernementale, une association tout simplement, à but non lucratif, qui a pour objectif d'éduquer. Exactement. C'est ça, en fait, ce qu'il y a derrière Space IL. C'est-à-dire Space IL, en parallèle de l'exploit ingénierie d'arriver sur la Lune, en tant que d'association privée, qui n'est pas gouvernementale, qui était une des règles de Google, c'était interdit d'être une agence spatiale. Il fallait que ça soit absolument ou une association ou une société privée qui le fasse. Et en parallèle, Space IL a tout un réseau de volontaires et une branche d'éducation. C'est-à-dire que le but de Space IL, après le concours, c'était d'encourager les jeunes, la nouvelle génération,
à étudier les sciences, à pouvoir se dire que, comme disait le Khamim, c'est-à-dire que même c'est-à-dire que si on veut, on peut rêver, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Alors là, effectivement, c'est un rêve, je le disais, je le comprends, coûteux. Qui a pu subventionner, soutenir cette initiative de SpaceIL? Alors, effectivement, c'est vrai que quand on dit le prix concours de 20 millions de dollars que Google donne, ça couvre pas tous les frais. Le projet, pour nous, a coûté un peu plus que 90 millions de dollars. 90 millions de dollars. Un peu plus, voilà, que 90 millions de dollars pour réaliser ça, qu'ils ont été financés en fait par des philanthropes. On peut dire leurs noms. Oui, bien sûr, on peut le dire. Ils sont sur le site de SpaceIL, on peut trouver les noms. Celui qui est le président de SpaceIL s'appelle Maurice Kahn, qui a financé plus que, je pense, 40 millions de dollars du projet. On a aussi des philanthropes comme Sheldon Adelson des États-Unis, c'était sa femme en fait. Gros calibre. C'est sa femme qui a voulu et elle a mis comme condition, ils ont donné plus que 30 millions de dollars, qui est écrit sur la fusée Am Israel Chai. C'est-à-dire pour elle, c'était important que Am Israel Chai arrive sur la Lune avec le drapeau d'Israël. Et alors il y a écrit Am Israel Chai. Il y a écrit Am Israel Chai. Alors, je suppose que donc pour vous, depuis vous avez rejoint ce projet depuis combien de temps? Moi, ça va faire bientôt 3 ans que je suis sur le projet. Alors, il faut rappeler que vous avez une formation, vous êtes ingénieur du Machon Lev, voilà, électronique. En électronique, et vous avez rejoint donc ce projet il y a 3 ans. Décrivez-nous un peu l'atmosphère à la veille du lancement là. Je suppose qu'il doit y avoir beaucoup d'effervescence. Ah oui, là c'est beaucoup d'émotions, c'est la folie au travail. Ça veut dire c'est vraiment, en fait c'est la première fois pour moi que je participe à un lancement. Et pour une partie de l'équipe. Il y a une partie qui vient déjà de la Tassia Avirit qui ont travaillé, qui ont déjà fait plusieurs lancements. Mon boss, par exemple, Alex Friedman, qui est aussi, lui, il a déjà lancé plusieurs satellites d'Israël. Donc lui, il connaît bien, mais personne en Israël n'est jamais arrivé sur la Lune. C'est-à-dire qu'on a dû faire des innovations technologiques par rapport à l'alunissage. Alors, le vaisseau spatial, je ne sais pas comment on va appeler ça, l'engin spatial qui va être lancé demain, enfin dans la nuit, c'est ce que l'on voit juste derrière vous là, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Comment on peut définir, c'est-à-dire quelles sont ses fonctions, quelles sont ses capacités de manière très succincte? Alors déjà, on peut voir déjà les panneaux solaires qui vont nous fournir l'électricité pendant notre périple dans l'espace. Ça va nous prendre 2 mois pour atterrir, pour arriver. C'est-à-dire depuis ce soir, le lancement, on va arriver un petit peu avant Pessah. Ça va nous prendre 2 mois pour arriver jusque la Lune. Et à l'intérieur, donc, il y a de l'essence, on a les moteurs, on a tous les ordinateurs de bord, on a des caméras parce qu'il faut aussi se filmer, il faut prouver qu'on est arrivé sur la Lune. Est-ce qu'au-delà, il y a un objectif? Est-ce qu'il y a une mission spatiale qui va permettre d'avoir une contribution, on va dire, à l'humanité? Oui, exactement. Il y a quelques années, au début du projet, 1 an après le projet, il y a le Machon Weizmann qui ont dit, si déjà vous allez sur la Lune, venez, on va faire une expérience scientifique autour de la Lune pour qu'on puisse dire que en plus du prix de Google, on va rajouter une mission scientifique, on va mesurer le champ magnétique lunaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les autres missions qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, elles ont mesuré le champ lunaire à des points particuliers sur la surface de la Lune ou à quelques centaines de kilomètres. Notre mission va la mesurer la variation du champ lunaire en descendant sur la Lune. C'est-à-dire que ça va nous permettre de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe dans la Lune, parce que je vois aujourd'hui, personne ne sait exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un noyau actif? Parce que le champ magnétique lunaire est très hétérogène. Et il a des régions très spécifiques. Donc en fait, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il s'est formé, contrairement à celui de la Terre qui est homogène et qui nous protège de beaucoup de vents solaires et d'autres perturbations. Et sur la Lune, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il s'est fait et il est très sporadique, donc on va l'étudier. Ça vous a obligé à vous spécialiser un peu sur ce qui, on va dire, sur ce qui est l'astronomie plutôt en particulier, sur ce qui se passe sur la Lune. Vous êtes devenu un expert aussi, on peut le dire en la matière?
Expert, ça veut dire je sais pas si je peux m'appeler expert, mais c'est vrai qu'on a dû étudier beaucoup sur la Lune. J'ai participé aussi avec Ron Weizmann, j'ai choisi le site d'alunissage sur la Lune, donc on l'a choisi en fonction de toutes les contraintes technologiques. Alors, le lancement, c'est prévu pour ce soir, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. À quelle heure très exactement? On va être comme ça, on sera avec vous par la pensée au moins. Ça va être entre 3h et 4h du matin, vers 3h30, ça va dépendre de la météo. Heure d'Israël, c'est-à-dire 8h États-Unis, entre 8h et 9h des États-Unis. Et donc il va être lancé, ce vaisseau, par une fusée. C'est une fusée israélienne aussi, ou c'est une fusée américaine? Non, ça va être le lanceur sera le Falcon 9 de la société SpaceX de Elon Musk des États-Unis. On va être lancé avec 3 autres satellites. Nous serons le premier satellite à être en fait sortir de la fusée. On est avec un satellite indonésien de télécommunications. Et il y a un 3e satellite américain qui est plus petit. Donc, le lancement, pour sortir de l'espace, il faut à peu près 6-7 minutes pour sortir de l'espace. Et après, on va prendre le SpaceX vont nous amener ce qu'on appelle sur notre ellipse qui va nous commencer notre parcours vers la Lune. Ça va prendre encore une demi-heure. Donc, ça veut dire en gros, moins qu'une heure après le lancement, on sera déjà dans l'espace. En dehors de l'atmosphère. En dehors de l'atmosphère. Et on va commencer notre périple à partir de ce moment-là. Alors, c'est tout à fait impressionnant. Je dois vous dire que c'est vraiment assez étonnant. C'est inédit, puisqu'il n'y a jamais eu de telle situation de lancement donc par une société, par une association privée de vaisseaux, ou en tout cas d'engins spatials vers la Lune. Et alors, comme nous allons très rapidement terminer la semaine, et déjà votre engin spatial sera en orbite presque vers la Lune très rapidement. Il y a une question qui se pose, et c'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir aussi votre ami et collègue le Rav Shraga Dahan, qui est lui aussi un produit du Machon Lev, pour essayer de nous expliquer la problématique de la halacha. Est-ce que, et ça c'est une question que je suppose les rabbins n'ont pas eu souvent l'occasion de traiter, est-ce qu'on peut continuer à faire voler, enfin en tout cas à diriger un engin spatial pendant le Shabbat? Que fait-on lorsque cette équipe, qui est composée également de juifs religieux comme vous, doit continuer à accompagner cet engin vers la Lune, et que, bien entendu, le Shabbat arrive, comme cela va être le cas donc demain. Alors, Rav Shraga Dahan, vous êtes Rav, aumônier militaire de l'armée de l'air, on peut dire même de l'armée de l'air et de l'espace, qui vous projette bien au-delà de nos cieux. Alors, expliquez-nous, vous avez vous-même, ensemble, je pense, posé la question à des rabbinim, et ils ont répondu. Alors, expliquez-nous. Voilà, alors, il y a quelques mois, mon ami Ariel Gomez m'a demandé d'essayer de traiter les problèmes ilchatiques. L'halakha n'a pas de problème, l'halakha a des solutions. Oui. Et toute la question était comment on trouve la solution. Alors, qu'est-ce qui est spécial dans son projet? En fait, il n'y a pas de but de sécurité, de pikuach nefesh. C'est quelque chose de assez nouveau. Et si on regarde dans toutes les bibliothèques ilchatiques, les responsables, les questions. Alors, on ne va pas trouver des questions, comme vous avez dit, des questions qui donnent réponse à cette question. Pour une raison, on n'était pas là pendant 2000 ans. Oui. On n'a jamais envoyé des fusées dans la Lune. Ça me rappelle, dans un des manuscrits du Rama, il raconte là-bas sur un juif qui était sur un charrette. Il y avait là-bas des munitions. Oui. Et la charrette s'est explosée. Oui. Et après, il y avait beaucoup de grands rabbins qui ont demandé qu'est-ce qu'un juif faisait sur une charrette. Et en fait, la raison était simple. Les Polonais, ils envoyaient les juifs sur les charrettes. C'était comme une assurance, une garantie pour qu'il n'y ait rien qui puisse se passer. Et parce que les juifs, ils étaient pour être derrière. En général, voilà. Il y a derrière une mara, mais pas très... Et maintenant, bon, prochainement, on est ici. Et voilà, il y a une fusée qui arrive sur la Lune. Alors, concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, en fait, on a regardé quelle raison on peut utiliser pour permettre ce voyage. Alors, d'abord, première raison, il y a la fierté nationale. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible, ni dans la Torah, ni dans la Gemara. Il y a une certaine force que le pays reçoit quand ils arrivent à obtenir des buts technologiques. Une reconnaissance. Voilà. Oui.
Et ça donne une force aussi dans la sécurité et dans la défense de l'État. Et puis, il y a un projet qui coûte de l'argent. On l'a vu avec Ariel, ça coûte énormément des dizaines de millions de dollars. Et ça, on ne peut pas arrêter le projet au milieu pendant Shabbat. Exactement. Et ça, en fait, c'est la troisième étape, c'est l'argent. Il s'agit de 100 millions de dollars. Et c'est 100 millions de dollars qui peuvent s'évaporer. Voilà, s'évaporer. Se perdre. Alors, en fait, dans l'espace. Exactement. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Un des raisons. Alors, on a essayé un peu de mesurer les problèmes, de donner des configurations spéciales. On a reçu en fait des réponses de plusieurs rabbinim. On a reçu des grandes réponses qu'on a reçues du grand rabbin d'Israël, du Rav Yitzhak Yosef, qui nous a donné sur 8 pages. Il nous a expliqué exactement. Ouais, et on a là la réponse. Voilà, on a la réponse ici. Voilà, on l'a. Et après cette réponse, on a essayé un peu de configurer avec quelles solutions technologiques on pourra faire travailler et traiter les problèmes de cette fusée Shabbat. Et en fait, comme ça... Alors, la conclusion. Conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a en fait une Shabbat, si jamais il y aura un problème, normalement, la fusée doit arriver, doit être autonome et pourra faire progresser toute seule, on va dire. faire des choses seule. Il faut préciser qu'on a prévu, on n'a pas prévu, c'est-à-dire il n'y a aucune manœuvre qui est prévue le Shabbat. C'est-à-dire que c'est la première fois, on va préciser aussi que dans le contrat de lancement de SpaceIL avec SpaceX, il y a une clause qui dit qu'on ne lance pas la fusée le Shabbat. Et ils ont demandé plusieurs fois quelle était la raison pour qu'on ne pouvait pas lancer le vendredi soir. Et c'est pour ça qu'ils ont avancé à jeudi soir, c'est-à-dire à ce soir, parce que c'était une clause du contrat qu'on ne lançait pas le Shabbat. En fait, c'est un projet unique. On donne vraiment, dans le sens à chaque problème du peuple juif et donne la solution. Alors, on a fait une mikledet qui est spéciale, il éloigne tous les... En fait, on ne transgresse pas le Shabbat avec. Les choses vont se faire seules. Maintenant, juste comme ça, parce que Ariel, on a entendu Ariel, il a raconté sur les choses sur ce projet. Moi, je veux juste dire une petite anecdote sur Ariel. Ariel, il est venu chez moi il y a un an, à peu près un an. Le projet était en grande difficulté financière. Et il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche un autre travail? Alors, il a réfléchi beaucoup, on a réfléchi beaucoup. Un jour, il vient et me dit, Rav Shraga, j'ai trouvé la solution. J'ai dit quoi? Il m'a dit, Motzei Shabbat, on a fait Kiddush Levana. J'ai levé ma tête. J'ai dit, Kishavi Shani Roket Kenegder. Et il m'a dit, j'avais des larmes aux yeux. J'ai dit, je ne vais pas me faire ça. Toute ma vie, je vais lever ma tête, je vais voir la lune. J'aurais pu y arriver et je n'ai pas fait. Alors, il a décidé de rester. Et tout de suite après, ils ont reçu tous les aides financières. Aujourd'hui, voilà, il est dans le projet. Ça montre un peu qui c'est qui est dans le corps du projet. Et je crois que c'est une grande fierté. Et donc, alors, les rabbins ont trouvé une solution qui permette donc de continuer à orienter la fusée sans qu'il y ait d'intervention humaine. Exactement. Ici. Voilà. Si jamais un problème, on a trouvé même des solutions technologiques. Comme on a dit, on a configuré. Et il y a je crois que vous me disiez qu'il y avait des rabbinim qui ont, et si je me trompe, c'est le Rav Yitzhak Yosef qui a dit qu'en fait dans l'espace il n'y a pas de Shabbat. Voilà, il y a un des grands rabbinim. Exactement. On va essayer encore de trouver encore de petites solutions des problèmes qu'on a, mais en grand. Et dans l'espace même, comme il n'y a pas c'est pas la Terre, il n'y a pas de shkia, il n'y a pas de zricha. Bien sûr. Alors en fait, il n'y a pas de coucher et de lever de soleil. Et très probable que le Shabbat là-bas, c'est des rabbanan et pas de Horaïta. C'est-à-dire, une des raisons qu'on fait Shabbat là-bas, c'est pour se rappeler et que Shabbat existe. Là, parce qu'on pourrait se poser la question comment un astronaute juif Shomer Mitzvot qui serait dans la station spatiale internationale pourrait respecter le Shabbat, ça serait difficile. Alors cette réponse a été écrite déjà avec Ilan Ramon et le Rav Levi Yitzhak Alperin, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, qui était à la tête du Machon Halacha et technologie à Jérusalem, a écrit tout un petit livre qui s'appelle Imesak Shamaim, qui parle exactement de ce problème d'un juif qui est sur l'espace, comment il fait Shabbat. Et voilà, pour donner un exemple, une anecdote, il demandait à quelle heure il va faire entrer Shabbat quand il est dans l'espace. Ouais. Alors, normalement, on lui a dit, voilà, quand tu sors, l'endroit où tu es sorti avec la fusée, c'est l'endroit où tu vas faire Shabbat. Il a dit, mais moi, je suis connecté au Eretz Israël. Alors, on lui a dit, pas de problème. Après, c'est une histoire de quelques minutes. Ouais. Il a dit, quand vous arrivez sur Israël, vous commencez à compter les 7 jours, et vous allez faire Shabbat comme Eretz Israël. Comme ça, il a fait Kiddush exactement à l'heure exacte. Ilan Ramon a fait Kiddush exactement à l'heure exacte que Shabbat est rentré en Israël. C'est tout à fait intéressant. Ouais. Une dernière question, Ariel. Quand est-ce que l'on saura si la mission est totalement accomplie et quels sont les
Que va-t-il se passer après ? D'accord. D'abord, il va y avoir à partir de ce soir, à partir du lancement, sur le site de spaceil.com, on pourra suivre à n'importe quel moment en live où est la fusée. C'est-à-dire, on a fait une animation. Alors, redites-nous le site. spaceil.com. C'est facile. www.spaceil.com. Sur Google, vous mettez, et là-bas, il y aura une animation exactement avec les vraies données où est la fusée à n'importe quel moment. Ça va nous prendre à peu près 2 mois pour arriver. Donc, on va faire plusieurs manœuvres. Chaque manœuvre est un challenge en lui-même pour y arriver, et ça va nous prendre à peu près 7 semaines, à peu près, un peu moins que 50 jours pour arriver jusque la Lune. Et alors, même s'il n'y a pas de prix à la clé, puisque je comprends qu'il n'y a plus ces 20 millions de dollars, eh bien, il y a au moins le plaisir, ou en tout cas la joie, la satisfaction d'être les premiers à accomplir ce genre de mission. Il y a ça, c'est-à-dire les premiers. Il y a déjà des nations qui sont arrivées. Jusqu'à aujourd'hui, au niveau mondial, il n'y a que 3 pays qui sont arrivés sur la Lune. C'est-à-dire les premiers qui sont arrivés, c'était les Russes. Après, il y a eu les Américains, quelques années plus tard, et après les Chinois. Et là, on est sur le 4e. C'est-à-dire là, on est, comme on dit, on concourt pour la 4e. Le peloton de tête des grandes nations. Des grandes nations. Voilà, juste une petite anecdote. Il y a 2 semaines, il y a eu la Semaine internationale de l'espace à Tel Aviv. Et l'Agence spatiale européenne est venue signer ce qu'on appelle un Shituf Peoula avec la Tassia Avirit, avec qui on a fait développer le projet. Exactement. C'est-à-dire SpaceX et Tassia Avirit sont en coopération pour le projet. Ça veut dire que l'Europe vient demander à Israël de l'aide pour arriver jusqu'à la Lune. Ils veulent jusqu'en 2025 arriver sur la Lune. C'est-à-dire l'Europe n'est pas encore arrivée sur la Lune. Si on réussit, si Dieu veut, je pense que ça va amener beaucoup de parnassa en Israël. Eh bien, merci. C'était tout à fait impressionnant de vous écouter, messieurs, et de raconter l'histoire, de voir l'aspect aussi de la halakha dans ce projet tout à fait exceptionnel. On vous souhaite bien entendu beaucoup de chance, beaucoup de réussite dans le lancement de cet engin spatial vers la Lune. Ariel Gomez, merci d'être venu. Rav Shragadan, merci également. Et beaucoup de réussite dans ce projet et par la suite également. Merci et à bientôt. Amen.